Bien, donc nous allons parler ce soir de l'homme sauvage dans les traditions belges, puisque bien sûr je suis belge et tout se passera en Belgique le week-end du 25 octobre. Alors, en introduction, je vais dire que les traditions belges ne se démarquent pas nécessairement d'autres traditions que nous avons à travers l'Europe, et notamment des traditions des Alpes. Nous verrons ici avec Le Monde à part, c'est une émission de la RTBF. Je vais essayer de vous faire passer, on en a pour une minute, ces traditions en question. Je vais voir ce que ça peut donner ici. Alors voilà, je reviens. Et attendez, on va une petite manœuvre ici parce que j'ai pas pu mettre la vidéo sur le webinaire parce que il ne l'a pas accepté. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner ici en prise en capture d'écran. Si j'ai quelque chose à ce sujet ou si j'ai rien. Alors attendez un petit peu où se trouve cette histoire. C'est sur Facebook. Voyons un peu si je le trouve. Oui, le voilà. Donc, je vais partager ceci et on va voir ce que ça va donner. Il n'y aura peut-être pas le son, hein, monsieur Sen. Ah, mais si. Oui. Voilà, j'espère que tout le monde l'a bien vu. C'est toujours une gageure de faire tout cela, mais voilà. Alors, dites-moi si vous l'avez vu, ce sera une bonne chose. Dans le chat, bien sûr, le chat est à vous. Bien, alors, moi, je vais relancer le webinaire. Attendez. Parce que, pas le webinaire de slide, parce que visiblement, ça s'est interrompu. C'est pas grave. On est reparti. Voilà, donc, comme vous avez vu, il y a des traditions d'hommes sauvages dans les différents villages, ici c'était en Suisse, mais il y a également des traditions qui ont lieu en Slovaquie, qui ont lieu en Roumanie, qui ont lieu en Autriche, qui ont lieu dans d'autres régions du monde, peut-être dans les Pyrénées aussi, qui ont toujours à peu près le même thème, c'est-à-dire des hommes sauvages qui descendent de la montagne. Alors, bien sûr, et on verra cela au cours de la conférence, que la figure de l'homme sauvage va se transformer au cours des siècles, va se moderniser, va s'adapter à l'époque, etc., etc. Mais c'est toujours, et il y a des variantes. Alors ici, dans ce village-ci, qu'est-ce qu'ils font encore sur la tête des gens? Ils les savonnent. Dans d'autres régions, on les noircit avec de la suie. Dans des régions, on attaque les hommes sauvages qui descendent de la montagne, attaquent tous les villageois qu'ils rencontrent. Dans d'autres traditions, ce sont uniquement les jeunes filles qu'ils peuvent attraper et qu'ils noircissent. C'est une espèce, faut-il le dire, de viol symbolique quelque part. Et ensuite, en général, ce sont les jeunes gens du village qui ne sont pas, ou les hommes du village qui ne sont pas grimés, qui capturent les hommes sauvages, les déshabillent, leur enlèvent le masque, etc., les lavent éventuellement et en refont des êtres humains quelque part. Donc ça,
en gros, c'est toujours le même type de de tradition. Les hommes sauvages qui descendent de la montagne, qui descendent des forêts, qui sèment le trouble dans les villages, et ensuite, l'ordre est rétabli par une capture et une mise à mort symbolique de l'homme sauvage pour refaire des hommes civilisés, des êtres humains. Alors, ce sont des traditions qui en général remontent très loin dans le passé, peut-être même et certainement même pré-chrétiennes. Alors, on retrouve ce genre de tradition aussi chez les Grecs et surtout chez les Romains. On voit aussi des hommes sauvages. On parle aussi de satyres, de Pan, d'Argipan et compagnie qui participent à certaines fêtes. On va pas entrer dans ce sujet-là maintenant sur les fêtes romaines et païennes. On va entrer dans les traditions belges et voir ce qu'il en est. Alors, première chose, ce sont les fêtes carnavalesques. Car effectivement, comme on l'a vu ici, en Suisse, ces hommes sauvages apparaissent dans les fêtes carnavalesques. La première que nous allons voir, c'est la Ducasse d'Ath. Alors, Ath, pour ceux qui connaissent un petit peu la Belgique, ça se trouve à l'extrême ouest de la Belgique, presque à la frontière française, et on a une grande tradition de géants, comme dans le nord de la France d'ailleurs, et dans d'autres régions de Belgique. À l'ouest, il y a aussi des géants. Un peu partout en Belgique, dans les fêtes et dans les carnavals, il y a des géants. En France, dans le nord de la France également, je crois qu'à Dunkerque, il y a des géants également. Alors, en ce qui concerne la Ducasse d'Ath, on peut avancer. Dès le samedi à 15 heures, les membres de l'administration communale au grand complet se rendent à l'église Saint-Julien afin d'assister aux vêpres et au mariage du géant Goliath. Alors, le géant Goliath, bien sûr, c'est le Goliath de la Bible qui a été vaincu par David, qui se retrouve dans nos traditions. Et là, il se marie chaque année, visiblement. Tout le long du parcours, ils sont escortés de divers personnages, dont notamment le diable Magnon, on verra après ce qu'il en est, et de 2 hommes sauvages ou hommes de feuilles depuis le 19e siècle. Alors ça, c'est le sauvage en question, le diable Magnon. Nous verrons ce qu'il en est tout à l'heure. Et les hommes de feuilles, les voici. Et ces hommes de feuilles, eh bien, ils sont en charge de faire la police tout le long du cortège. Alors, le diable Magnon, on va pas trop en parler aujourd'hui. C'est pas, on y reviendra lors de la conférence que je donnerai le 25 octobre prochain. C'est en fait ce diable en question est apparu au milieu du 19e siècle. Et il symbolise l'Afrique et la colonisation. Alors bien aujourd'hui, les Hattois, donc les habitants de Hatt, ne le voient plus de cette manière, mais ça a causé des problèmes récemment. Cette figure d'homme sauvage, de sauvage quelque part qu'on voit ici, a posé quelques problèmes au carnaval, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Alors, le suivant, c'est le combat d'Ilumson, c'est-à-dire plus communément appelé Doudou, qui a lieu à peu près dans la même région, qui est donc Mons, qui est aussi à l'ouest de la Belgique. Et cette tradition se déroule toujours le 2e dimanche après la Pentecôte, c'est en général au début du mois de juin. Et donc, Mons est le chef-lieu de la province des Hainaut. Et le combat a lieu chaque année sur la grande place de Mons, bien que cela n'ait pas toujours été le cas dans le passé, mais actuellement, depuis plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles, il a lieu donc sur la grande place de Mons. Le combat est très ritualisé, chaque personnage a un rôle précis. Saint-Georges qui doit combattre le dragon, en fait, a été ajouté plutôt à remplacer un autre personnage qui était à l'origine, qui est Gilles de Chain. Alors, pour la petite histoire, Gilles de Chain était un croisé
qui, revenant de Terre Sainte, aurait d'abord en Terre Sainte aurait tué un dragon. Il revient de Terre Sainte et la légende veut, donc c'est un seigneur qui habite la région pas très loin de Mons d'ailleurs, qui est c'est la Awam. Et donc le seigneur de Wam, donc Gilles de Chêne, on lui demande de, puisqu'il a tué un dragon en Terre Sainte, eh bien d'oxyre un dragon qui infeste la région autour donc du Hainaut. Et il s'exécute et tue le dragon. Par la suite, pour une raison que je ne connais pas, Gilles de Chêne va être remplacé par Saint-Georges, mais il y a une chose, il y a une preuve de l'existence du dragon en question, c'est que dans un des musées là-bas se trouve une tête de dragon. Alors, en fait, cette tête de dragon est une tête de crocodile dont on ne connaît pas l'origine, mais on suppose, et d'après les documents et les éléments que nous en avons, qu'elle est là depuis le XVe siècle au moins. Donc, est-ce que c'est ce Gilles de Chêne qui, 2 siècles plus tôt, l'a ramené de Terre Sainte pour une raison quelconque, il a pu l'obtenir? Je n'en sais rien. En fait, le mystère demeure. Cette tête de crocodile empaillé se trouve dans le musée et consacré justement au doudou. Et on ne connaît pas l'origine, mais elle est là en tout cas. Alors, je vais passer aujourd'hui sur le combat, etc. En fait, il dure grosso modo une demi-heure, mais c'est un ensemble, c'est un combat qui fait partie de toute une fête avec plein de symboles, avec plein de traditions autour. Ça a lieu tout le week-end. Cette fête a lieu comme en fait ce combat d'Ilumson. Alors pourquoi d'Ilumson? Lumson, c'est lumière. Peut-être que ça a un rapport avec la venue du printemps, c'est une possibilité, je n'en sais trop rien. Il faudrait que je fasse des recherches sur le sujet. Mais en fait, a toujours lieu le dimanche, donc en question qui suit, comme je l'ai dit, la Pentecôte. C'est le deuxième dimanche qui suit la Pentecôte, si mes souvenirs sont bons. Commence toujours à 13 heures précis et se termine toujours à la même heure, vers 13h30 ou à 13h30. Dans les acteurs qui jouent cette scène, alors il y a tous des symboles de le public essaye d'attraper la queue du dragon que vous voyez ici à droite, d'en arracher les crins, et on dit que les crins portent bonheur, de même que les feuilles des hommes sauvages que vous voyez, des hommes de feuilles qui sont ici. Alors les personnages qui ont lieu, c'est bien sûr Saint-Georges et le dragon. Mais Saint-Georges est accompagné des chinchins, qui sont des chiens. En fait, ce sont des cavaliers, comment dire, un peu comme des chevaux, là, comme les enfants ont, bien. Alors, ils ont des rôles à jouer là-dedans. Le dragon est aidé, comme vous voyez, par des hommes de feuilles. Donc des hommes sauvages, est aidé par des diables, est aidé par des hommes blancs, vous les voyez ici à droite porter le dragon, parce que le dragon, il se déplace pas tout seul, il y a un homme, il y a plusieurs hommes qui sont dedans, et des hommes qui l'aident en transportant l'animal en question, enfin l'animal, le dragon. Donc il y a tout un jeu, c'est accompagné de la musique, c'est toujours la même musique qui joue pendant une demi-heure, qui est jouée par la musique des pompiers, et les pompiers également tirent des salves d'armes, de poudre noire. Le public est tenu à l'écart et maintenu par des cordes hors du champ, en quelque sorte, de l'arène, et qui empêche le public d'entrer, en plus de la corde, c'est la police. Et la police est habillée en costume, en uniforme des années 1930, avec un casque blanc, etc. Ça, c'est la tradition qui est comme ça. Bien, donc ça, on y voit, c'est peut-être la fête où on voit les hommes sauvages la plus connue. Et en plus, c'est alors comme vous voyez, la foule est immense. Les gens se bousculent pour essayer d'attraper la queue du dragon, les crins de la queue du dragon, etc. Le dragon balaye de temps à autre et tout ça est ritualisé. Il y a un nombre X de fois où le dragon passe au-dessus, avec sa queue au-dessus du public. Les gens se baissent pour ne pas être frappés par la queue, essayent d'arracher les crins, etc., etc. Tout ça est ritualisé et tout est chronométré et ritualisé. Bien. Nous allons passer sur une autre fête.
Donc voilà le doudou, on est encore avec Saint-Jean, là c'est la fin, Saint-Jean abat le dragon à coups de pistolet, hein. Pas Saint-Jean, pardon, Saint-Georges tue le dragon d'un coup de pistolet, le dragon s'écroule, est emporté par les hommes de feu, les hommes sauvages et les hommes blancs. Et voilà, la fête est terminée, la cérémonie en quelque sorte, et le combat d'Ilumson est terminé. C'est toujours Saint-Georges qui gagne, hein. Le dragon, malheureusement, n'est jamais le gagnant dans cette histoire-là. Alors, il y a aussi un petit combat qui a lieu avec des enfants, et ça, c'est le jour suivant, hein, qui a lieu avec des enfants qui jouent les mêmes rôles. Alors, en Flandre, on a une autre fête qui est le jeu de Saint-Evermar. Alors, c'est une activité que je ne connaissais pas avant de faire mes recherches. On voit ici la procession, on voit ici les hommes sauvages qui n'ont pas toujours, enfin les hommes de feuilles, qui n'ont pas toujours les mêmes rôles. Hatt, il faisait la police, à Mons, ils aident le dragon à se mouvoir et compagnie. Alors, ils sont toujours armés de massues, ça c'est déjà une chose. Donc, quelles que soient les traditions, ils sont armés de massues. Alors, l'homme de feuille. Alors, je vais reprendre quand même la tradition du jeu de Saint-Evermar, et savoir vous dire un peu de quoi il s'agit. Alors, cet événement a lieu au Limbourg. Dans le Limbourg, c'est une province qui se trouve à l'ouest de la Belgique, un peu au nord de Liège et de la province de Liège. Et le village en question s'appelle Rutten. L'histoire veut, alors il n'y a que 2 hommes sauvages ici, tandis qu'à Mons, dans le Doudou, le nombre a varié de 2 à 6. 8 peut-être dans certains témoignages que nous avons dans le passé, mais en général, c'est donc, selon les époques, ça a été de 2 à 6, de 2 à 8. Alors, mais qui était Saint-Evermar et que faisait-il ou que fait-il à Rutten? Alors, on raconte qu'Evermar et ses compagnons, qui étaient de humbles et pieux pèlerins, qui revenaient d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc en Espagne, en Galice. Et ils s'en retournaient chez eux en passant par Maastricht, à ne pas prononcer comme les Français Maastricht, c'est Maastricht. Hein, bon, alors les Bretons, ils pourront le prononcer correctement, les Espagnols aussi, les autres un peu plus difficiles. Alors, la nuit venue, ils décident de camper dans les bois, à Rutten justement, et ils font un feu, ils mangent un petit coup, on rigole bien, peut-être qu'on boit un coup, je ne sais pas trop, et tout le monde s'endort autour du feu. Mais voilà que surgit une bande de brigands, qui est un seigneur local, en fait, un seigneur brigand, qui est Akko, on l'appelle Akko. Et Akko était une espèce de noble, mais il dévastait la région, comme on a eu dans le sud de l'Ardenne, je crois que c'est le sanglier des Ardennes, que l'on revoit dans le roman Quentin Durward de Walter Scott, où effectivement, donc là on est au XVe siècle, à l'époque des ducs de Bourgogne, de Charles le Téméraire et de Louis XI, et dans le roman en Ardennes, il y a un seigneur brigand qui est le sanglier des Ardennes, qui est surnommé le sanglier des Ardennes, et qui pille également tous ceux qui passent par son fief, et rançonne tous ceux qui passent par son fief. Alors ici, on est à peu près dans la même configuration, et donc ça se passe bien avant l'an 1001, mais parce que, en fait, au Xe siècle, à l'endroit du meurtre, on a bâti une chapelle à l'époque. Alors donc Saint-Evermar et ses compagnons ont été massacrés, ont été tués et volés par Akko. Et c'est un peu cet événement qui a lieu chaque année. Tous les acteurs du drame sont présents lors de la procession, escortés par les 2 guildes de tireurs. Evermar est là, les pèlerins, leurs anges gardiens, et ça c'est depuis 1924, donc il y a une centaine d'années, Akko, le chevalier brigand et ses sbires, et les 2 hommes sauvages en habits de feuilles de lierre. Je n'ai jamais assisté à, malheureusement,
puisque c'est récemment, il y a que quelques années que je connais cet événement, enfin cette fête, et je n'ai pas assisté donc au jeu de Saint-Évermar. Mais je vais continuer et je continuerai à faire des recherches à ce sujet. Passons à un autre épisode carnavalesque que nous avons aussi, c'est le carnaval de Malmedy, qu'on appelle en wallon le Kwarmé. Alors, on viendra, le Kwarmé, c'est le carême, c'est la même origine finalement, étymologiquement, mais nous reviendrons sur l'étymologie lors de la conférence que je donnerai le 25. Alors, c'est un carnaval, alors, comme tous les carnavals, ce sont des carnavals qui sont de tradition, en tout cas chez nous, plutôt germanique, de tradition germanique, comme on en trouve en Allemagne par exemple, puisque cette région de l'ouest, maintenant on est dans l'ouest de la Belgique, est une région qui est un petit peu linguistiquement et culturellement mixte. Pourquoi? Parce que Malmedy, on parle le français à Malmedy, mais un peu plus loin, à quelques kilomètres de là, Eupen, à Eupen, eh bien, c'est la région germanique de la Belgique où la population parle un dialecte allemand. Alors, pour la petite histoire, pendant les 2 guerres mondiales, ils sont passés obligés, ils sont passés comme les Alsaciens en France du côté allemand. Alors bon, ça n'a pas été évident et toute cette population, comme les Alsaciens, se sont déclarés, les Alsaciens français, et nous, toute cette population des cantons de l'Est était bien belge et se déclarait absolument bien belge et non pas allemand, même s'ils ont été forcés d'intégrer pour certains l'armée allemande. Bien, donc mais ça c'est une autre histoire. Donc, le carnaval se présente avec plusieurs personnages que nous allons voir ici. Le premier, c'est Lusavac-Caillet et Lusavac, comme on dit dans la région. Alors, le premier est probablement un noir, effectivement, qui rejoint un petit peu notre diable là, du carnaval date. Le deuxième est visiblement un Amérindien. Alors, Lusavac, ils ne sont pas à confondre tous les deux, c'est pas les mêmes personnages. Le Lusavac-Caillet et le Lusavac, ce ne sont pas les mêmes personnages. Ça, ce sont les 2 personnages que l'on rencontre au festival, au carnaval de Malmedy. Est-ce qu'ils ont un rapport avec notre homme sauvage? Peut-être pas. Peut-être pas, puisque l'un est représenté comme un Indien et l'autre comme un Africain. Bien, alors on a un autre personnage que je viens de découvrir aussi, c'est le VE. Alors le VE, et là c'est une histoire qui est un petit peu plus complexe. Alors vous le voyez comment il est représenté aujourd'hui, mais visiblement il n'a pas toujours été représenté de la même manière, et probablement qu'il a intégré le carnaval à une autre époque qu'à l'origine, parce que en wallon, chasser le VE, ça veut dire chasser le putois. Alors, on n'a pas vraiment l'impression que le personnage que vous voyez ici est un putois. Et donc, probablement qu'à l'origine, c'était une fête qui ressemblait aux fêtes que vous avez vues là tout à l'heure au début en Suisse, qui ressemblait à tout ce que l'on trouve dans les Alpes germaniques, en Slovaquie et compagnie. Alors, chasser le putois, VE, ça ressemble un peu à velu, hein, c'est vrai. Donc, est-ce que le putois, c'était le velu, un personnage qui était bien sûr très méprisé des populations vu son odeur aussi qu'il pouvait dégager. Donc, les traditions par la suite ont fait qu'ils ont fait le tour avec le personnage qui était habillé avec et là ça le rejoint un petit peu ces traditions dont je vous parlais, qui était habillé de peau, qui était habillé ensuite de guenilles, d'oripeaux, un peu de n'importe quoi. Donc, c'était un personnage qui était mis au banc de la société, visiblement. Donc, puisqu'on l'appelait, on chassait le VE, donc probablement on le capturait comme on le faisait, comme on l'a fait avec les hommes sauvages et on le fait avec les hommes sauvages des autres traditions. Bon, par la suite, il est devenu un personnage que l'on traînait, d'après les renseignements que j'ai eus, que l'on traînait à travers les villages attachés avec une corde. Ils allaient de maison en maison avec le VE en question, qui soit le suivait, soit qui était attaché et traîné, et ils allaient
mendier entre guillemets, notamment à l'épiphanie, mais pas toujours à l'épiphanie. Alors je rappelle l'épiphanie, c'est la célébration des rois mages qui viennent voir l'enfant Jésus dans la crèche à Bethléem et lui apportent l'or, l'encens et la myrrhe. Bien, ça c'est dans les traditions très anciennes. Alors, on amène donc lors de l'épiphanie qui a lieu donc après Noël et après le Nouvel An, on amène le VE dans les maisons, il rentre dans les maisons avec les gens et il quémande des friandises, il quémande peut-être de l'argent à certaines époques, à certains lieux. Donc ces choses, c'est connu. Alors, ce sont des traditions qui existent en France aussi, notamment au Nouvel An, où il y a une quête au Nouvel An. Chez nous, dans ma région ici, dans le Namurois, c'est une tradition qui existe aussi où les enfants se déguisent au carnaval et le Mardi Gras font le tour des maisons. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, et viennent demander des bonbons, viennent demander un peu d'argent. Alors, on leur donnait 1 franc belge à l'époque, 2 francs, etc., etc. Il y a aussi une tradition qui est une quête où ce sont des œufs qu'on vient récolter pour faire une omelette géante partagée avec tout le village. C'est une tradition qu'on retrouve dans Halloween également aussi aux États-Unis, où les enfants, ça vous le savez, font le tour des maisons pour demander des bonbons, etc. Bien, donc ce sont toutes des traditions qui sont d'origine celtique, d'origine germanique et bien probablement bien antérieure à l'apparition du christianisme dans nos régions. Donc voilà, Cécile VE, c'est ça. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'a plus du tout l'allure d'homme sauvage, il n'a plus du tout l'allure de personnages déguenillés, de vagabonds, je vais dire ça comme ça. Donc il n'est plus du tout mis au banc de la société, de personnages mis au banc de la société ou hors de la société. Voilà, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui avec une évolution en question. Voyons un petit peu la suite. Alors, dans le carnaval de Malmedy, il y a le sautet. Alors, le sautet, c'est le muton, qu'on appelle aussi. C'est le nain, c'est le lutin, c'est le personnage qui vit dans les bois. Alors, a-t-il associé à l'homme sauvage? Probablement aussi. Puisqu'il y a beaucoup de contes qui existent, il y a beaucoup de traditions en Wallonie, notamment autour de ces lutins, autour de ces personnages qui parfois ont des comportements qui peuvent se rapprocher du comportement de diable, parce qu'il y a aussi des légendes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réparent des choses, ils viennent aider les gens la nuit, on leur laisse, et ça se retrouve dans les contes de Grimm. Donc, ils sont allemands, exactement la même chose. On leur laisse de la nourriture en échange, on leur laisse certaines choses. Alors, il y a des moyens de les capturer. Enfin, il y a plein de contes autour de cela. Dans les traditions ardennaises, il y a plein de contes autour de cela, sur les mutons, sur les sautets, comme on les appelle également, ou massautets dans certaines régions également. Alors ici, ils sont représentés par des personnages dont, bien sûr, on voit au-dessus que ce sont des hommes qui sont dans des déguisements, bien sûr, hein, qui représentent donc le luton, le sautet. On va retrouver aussi un personnage qui vient de la Commedia dell'arte et qui pour moi est un personnage intéressant, c'est lui Harlequin, donc c'est Harlequin en question, qui est tout à fait exact au personnage de la Commedia dell'arte, avec son costume à carreaux de multicolores. Ici, il a aussi, et ça pour moi ça peut avoir une importance, il a aussi de la peau, de la fourrure autour du col. Alors pour moi j'ai l'impression que Harlequin est aussi un symbole comme l'homme de feuille, d'homme de forêt, puisque pour moi c'est losange qui constitue son ami, rappelle un petit peu les feuilles de l'automne, rappelle un petit peu les couleurs de l'automne, le rouge, le jaune, le noir, le vert, bien sûr, et donc la forêt, comme l'homme sauvage, comme l'homme de feuilles également. Donc pour moi, j'ai fait une étude là-dessus aussi antérieurement sur l'harlequin, sur le masque de l'harlequin qui ressemble très fort à des masques, à l'homme que ceux connaissent, là, l'homme de
rappelez comment est-ce que l'homme du Minnesota, découvert par Wellmans dans les années 60, ce visage est vraiment ce type de visage, c'est le même type de visage qui est rapporté par des gens comme Marie-Jeanne Kaufmann et d'autres personnes qui ont étudié les hommes sauvages dans le Caucase notamment. Sont décrits de la même façon et j'ai l'impression qu'il y a un rapport puisque Harlequin, si je fais une digression, puisque Harlequin est reconnu ou est connu aussi dans le nord de l'Italie, vraiment aux confins des Alpes. C'est peut-être pas un hasard. Bien, donc Harlequin fait aussi partie du carnaval de Malmedy. Alors, voilà, on en a un petit peu fini de brosser brièvement ces histoires de fêtes, de carnaval qu'il y a dans la tradition belge. Je n'en ai pas trouvé d'autres, il y en a peut-être d'autres. Ça, je devrais faire des recherches et peut-être je serai peut-être aidé par des gens qui peut-être connaissent d'autres choses à ce sujet-là. J'ai ma petite idée là-dessus, mais pour le moment, on en est là pour ce soir. Alors, on retrouve aussi la figure de l'homme sauvage dans les contes et les légendes ardennais. Et le premier, c'est l'homme rouge. Alors, l'homme rouge ou le rouge, comme on dit, le rochom, qu'on dit en wallon, c'est ton roche rouge. Donc, à une autre, peut-être fait-il partie, peut-être ne fait-il pas partie de notre ensemble. Alors, l'homme rouge. Alors, le conte dit qu'il vécut jadis dans cette forêt d'Ardennes un homme rouge, d'une nature mi-humaine, mi-satanique. Important de le dire. Avait-il des pieds de bouc? Ça, on ne le dit pas. On dit qu'il était mi-humain, mi-satanique. Il devint célèbre pour ses exploits amoureux, satiriques, devrions-nous dire plutôt. En effet, il était très lubrique, il se tenait à l'affût des jeunes filles qui, sans protection, passaient par les bois. On précise que sa maison était construite en plein fourré et qu'il était servi par des hommes rouges semblables à lui. Alors, signalons également que, voilà, ça c'est en gros l'histoire. Alors, il y a un conte à côté que je raconterai avec deux jeunes filles, etc., qui se font capturer. Je raconterai cette histoire lors de la conférence du 25. Alors, signalons ici, il est important de signaler pour la suite que l'homme sauvage en général a aussi un rapport avec l'ours de la mythologie ardennaise. Et en fait, la déesse Arduina n'est-elle pas représentée dans les représentations que nous avons gallo-romaines sous les traits d'une ours? Alors, le premier personnage est connu, pas seulement en Belgique, mais à peu près à travers toute l'Europe, c'est Jean de l'Ours. Alors, tout le monde connaît la légende de Jean de l'Ours, que je rappelle en deux mots. C'est une femme qui va se faire capturer, une villageoise qui va se faire. Alors il y a de multiples récits, et ils sont un peu divergents, mais la trame est analogue, hein, que ce soit en Orient ou en Occident, parce que cette histoire semble assez étendue à travers le monde, j'allais dire le monde connu, mais non, le monde antique, le monde médiéval, il semble assez être connu. Alors, l'histoire veut que, donc, en Belgique, Jean de l'Ours existe aussi, donc, toujours la même trame, il y a une femme qui se fait capturer par un ours, se fait engrosser effectivement par l'ours après être enfermée dans une grotte. Elle met au monde un enfant hybride mi-ours, mi-homme, qui soit parvient à s'échapper et délivre sa mère, en notamment déplaçant le rocher qui ferme la grotte où ils sont enfermés, où l'ours les nourrit. Bien sûr, alors on se demande comment l'ours peut déplacer un rocher, vu sa morphologie, mais enfin, dans la légende, c'est comme ça. On peut se poser la question, est-ce que c'est bien un ours en question? Donc, il délivre sa mère, ou bien l'ours décède et il parvient à s'échapper, et ensuite il va vivre des aventures un petit peu, parfois, ressemblant un peu aux aventures d'Hercule et compagnie. Alors, c'est une histoire qui a lieu à travers, comme je l'ai dit, toute l'Europe. Il y a une autre histoire, également, qui est Valentin et Orson. Alors, Valentin en question, on ne va pas rentrer dans les détails, je rentrerai dans les détails dans la conférence. Alors, dans l'histoire du noble Valentin et Orson, c'est un petit peu, en gros, c'est la reine Bélisson, qui est la sœur du roi des Francs, Pépin,
et qui est l'épouse d'Alexandre de Constantinople. Après avoir été chassée par son mari pour un crime d'adultère qu'elle n'avait pas connu, elle fuit donc et décide de se rendre à Paris. En chemin, traversant la forêt d'Orléans, elle accouche de jumeaux prématurés et voilà qu'elle est un petit peu perdue dans cette forêt et sort d'un fourré à ce moment-là une ours qui enlève un des deux enfants, disparaît dans la forêt. On s'imagine la terreur de la mère qui court après l'ours mais ne parvient pas à la rattraper. Alors on se demande comment, encore une fois, une ours parvient, avec la morphologie des pattes, de s'emparer d'un enfant et de fuir avec lui. Bon, alors l'ours va emporter le bébé dans son antre. Pendant ce temps-là, il y a le jumeau qui se trouve là. La mère va chercher du secours, mais n'en trouve pas et revient à ce moment-là à l'endroit où elle a laissé le petit, mère imprudente, et le petit a disparu également. Gros affolement, mais en fait, lui, il a eu beaucoup plus de chance puisqu'il a été recueilli par un chevalier et il va être élevé à la cour. On verra l'histoire un peu plus dans le détail. Et puis les frères vont se retrouver dans des circonstances un petit peu tragique, et ça c'est ce qui fait la chanson de geste du XIIIe siècle, une chanson de geste qui a été mise en roman de chevalerie exactement, on trouve un écrit en 1489. Donc il faut bien sûr que le lecteur, il faut bien sûr que l'auditeur soit tenu en haleine. Il y a des aventures qui ont lieu, il y a des combats dans cette histoire, on verra tout cela le 25. Alors, donc, il y a quoi encore comme histoire? Ah ben voilà. Alors, bien sûr, c'est une époque de Charlemagne. Alors, à cette époque, on est probablement à l'époque de Charlemagne où a lieu, oui, puisqu'on parle de Pépin, c'est même avant Charlemagne. Mais enfin, bon, on a entre l'histoire et la légende, hein, bien sûr. Hein, pas sûr que Mélisande ait été la femme du roi de Constantinople ou de l'empereur de Constantinople, hein, bien sûr. C'est un peu loin de Paris, c'est un peu loin d'Orléans. Enfin bon, ça c'est la légende. Alors, il y a également, oui, important, il y a une fête de l'ours qui a lieu à Andenne, mais c'est une fête qui est récente, qui date de 1953 et qui commémore, selon la légende, la mise à mort par Charles Martel, fils de Sainte-Bègue, d'un ours qui terrorisait les environs de la petite ville d'Andenne sur la Meuse. Alors, est-ce que c'était vraiment un ours? Je n'en sais rien de trop, mais ça remonte tellement longtemps. Charles Martel, c'est au 8e siècle, c'est le père de Charlemagne, ça remonte bien longtemps. Bon, alors, ici, peut-être s'agit-il effectivement d'un véritable ours, mais la fête est récente. Alors, il faut aussi, pour terminer sur cette histoire de l'ours, dire que dans la tradition germanique, l'ours tient le rôle de l'ennemi dans la chanson de Roland, dans une des versions donc de la chanson de Roland. Et dans cette version, Charlemagne voit en songe vers les vers, peu importe, dans les vers de 2559 et 2567, un brun-un. Alors le brun, c'est un ours qui est enchaîné. Alors, en fait, c'est le traître Ganelon qui est représenté comme un ours et qui viendra être délivré par 30 ours qui sortiront de la forêt d'Ardennes et qui le réclameront. Charlemagne rêve de cela, rêve donc dans son rêve voit cela. Et bon, ça fait partie de la chanson de Roland. Alors, il y en trouve également, avant d'aborder le conte du Verboek ou du Warboek, c'est une chose importante, on verra, il faut citer encore Albert Merak, qui est un folkloriste français, qui a travaillé sur les contes et les légendes de l'Ardenne. Alors, que ce soit les Ardennes françaises ou l'Ardenne belge, on a les mêmes traditions.
que ce soit du côté de Givet, que ce soit du côté d'Arlon, que ce soit du côté de Bouillon, que ce soit du côté de Malmedy, que ce soit du côté d'Andenne, que ce soit, enfin, dans toute cette Wallonie et plus spécialement en Ardennes, qui est le sud de la Belgique, eh bien, on a, dans la forêt d'Ardennes, on a les mêmes traditions. Alors, la forêt d'Ardennes, c'est les Ardennes françaises qui est un département, l'Ardenne belge qui est une région, qui rejoint également les forêts du allemandes. Hein. Tout ça, ça fait partie du même massif forestier. Alors, Albert Merak écrit: un jour que des druides se préparent à faire un sacrifice humain, une chèvre bondissant tout à coup du plus profond de la forêt arriva jusqu'aux victimes dont elle délia les entraves. Leur rendant ainsi la liberté, les victimes élevèrent un temple où ils placèrent une chèvre d'or. Bon, une chèvre qui sort d'un buisson, je veux bien, qui délivre d'où elle vient d'abord, ça me semble bizarre en pleine forêt. Deuxièmement, comment peut-elle avec ses sabots délivrer des prisonniers? Je me pose la question. Alors, est-ce qu'il s'agissait bien d'une chèvre? Et nous allons voir plus tard que, en fait, encore une fois, chèvre, homme-chèvre, tout ça a un lien. Nous allons le voir ici avec le verbook notamment. Alors, est-ce que ces histoires de verbooks nous sont-elles parvenues? En fait, grâce au travail d'un médecin à la fin du 19e siècle, le docteur de Logne, qui, lors de son ministère en tant que médecin, il était médecin plus précisément à Halle-sur-Semois, qui est pas loin non plus de la frontière française. En fait, lors de ses visites médicales chez ses patients, qui sont souvent des personnes âgées, il pose la question, il en profite pour recueillir les comptes et auprès de ces vieux paysans et les publie sous le titre de l'Ardenne méridionale belge chez Lamartine à Bruxelles en 1914. Ainsi, il est nommé Bayet, qui avait 81 ans à l'époque, et Monsieur Pierret, qui avait 88 ans. Alors, M, c'est ce que c'est Marcel, je ne sais pas. Lui conte l'histoire du Warbook, dont il existe diverses variantes, et notamment dans la région liégeoise, nous y viendrons tout de suite. Mais la trame, il reste grosso modo identique pour certains d'entre elles en tout cas. Et le Warbook est partout un être qui menace et dont les gens ont une réelle terreur. Et de ce fait-là, on s'abstient de fréquenter de nuit les parages qu'il hante. Alors, il y a une première version qui existe, c'est celle-ci. Je vais vous la conter. Au Chesley plutôt, un bûcheron coupait du bois. D'un coup, autour de lui, sautilla un chevreau gras. Une tache rouge barrait le front du caprin. En pensant du rôti savoureux qu'il pourrait faire sur ses épaules, il hissa la bête et se mit sur le chemin du retour. Cependant, à chaque pas de plus en plus lourd, l'animal devenait. Désespéré, épuisé, et le bûcheron son souper laissa tomber. C'est écrit en vers ici, la version que j'ai. Un grand ricanement on entendit, l'homme se retourna, le chevreau était là. En fait, non, le chevreau était le démon en personne. Avant de disparaître, Belzébuth lui tira la langue. Le bûcheron comprit que pendant de longues minutes, il avait été berné par le diable en personne. Deuxième version, avec un verbook également, c'est à Franchimont. Alors, Franchimont, c'est dans la région Liège. Il y a, d'ailleurs, on connaît l'histoire des, enfin, on connaît, non. Il y a un épisode du Moyen-Âge d'une révolte qui s'appelle les 600 Franchimontois, mais peu importe que ce sont des soldats, mais peu importe, on va pas rentrer dans cette histoire-là. Alors, il y a aussi une légende du Verbook qui parle d'un trésor somptueux enfoui dans le puits du château, donc de Franchimont, et surveillé par ce gardien fantasmagorique. Ce dernier est-il un homme, le Verbook, l'homme-book ou un animal? La question reste en suspens. Alors, tous ceux qui sont partis chercher ce trésor ne l'ont pas encore trouvé. Dans les ruines de ce château, ne l'ont pas encore trouvé. Alors, oui, l'étymologie de Verbook. Alors, Verbook, ce n'est pas un book vert. C'est pas Verbook et book vert et Verbook. Non, c'est pas du tout cela. Et selon de Logne encore, qu'on a vu tout à l'heure, il a interrogé plusieurs gens.
et notamment, et ça je reviendrai dans la discussion lors que nous aurons le 25, notamment il a interrogé des rabbins, il a interrogé plusieurs personnes pour savoir, mais qui pourrait être ce verbook? Pourquoi? Parce que dans ver, on voit le terme vir. Et dans Book, on voit Bock, Wir, Bock en allemand, c'est l'homme Book. On est encore dans cette histoire, comme on a notamment Werwolf, Weerwolf, Weerwolf en flamand, qui est le loup-garou. C'est la même chose, homme-loup, loup-garou, homme-bouc. Ici, on a des parallélismes en question. Alors, dans cette histoire, je vais vite le résumer, c'est un paysan qui fauche son champ sans en avoir eu l'autorisation de sa femme. Sa femme entre en colère et lui dit bon ben pas question, moi ce champ il est bon pour le diable. Alors le gars va retourner sur son champ désespérant en disant mais qu'est-ce qui m'arrive, ma femme rejette ma culture, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais faire avec tout cela? Et un homme noir apparaît près de lui et lui dit ben voilà, je viens chercher mon dû, je viens chercher qui dit mais qui êtes-vous? Ta femme a dit que c'était bon pour moi, donc je viens chercher ce qui m'appartient, c'est-à-dire l'orge qui pousse dans ton champ. Oui, mais encore Seigneur, le paysan est un peu affolé. Bon, enfin Seigneur, vous savez, les femmes ça parle parfois à tort et à travers, elle a certainement pas pensé ce qu'elle disait. Non, bien, ok, j'entends bien j'entends bien. Eh bien, on va faire quelque chose. Toi et moi, on va faire quelque chose. Demain matin, on va venir chacun avec un animal. Et chacun devra reconnaître l'animal de l'autre. Et celui qui reconnaîtra l'animal, par exemple, le premier, il partira avec le champ. Et celui qui ne l'aura pas reconnu, si c'est toi, tu perdras ton champ. Voilà. On va faire ça comme ça. Bon, mais enfin, Seigneur, si, non. Regarde, tu vois, je suis bon prince, je te laisse la chance de récupérer ton champ. Alors, bien sûr, c'est un piège. Bien sûr, le diable est toujours là, près du piège. Et le gars retourne dans sa ferme et voit sa femme. Il dit, mais enfin, qu'est-ce que tu as encore fait? Bon, pour la suite, on verra. Alors, le diable, je résume en gros, mais je ferai tout le compte par la suite lors le 25. Le diable va revenir, le paysan va revenir aussi avec sa bête à lui. Je ne vous dis pas qui elle est. Bon, il y a une petite variance selon les versions, mais c'est toujours à peu près la même, le résultat est toujours le même. Il vient avec sa bête. Le diable vient avec qui? Vous avez deviné? Le verbeau. Et le paysan qui est arrivé bien plus tôt que le diable, là, à l'aube, entend le diable qui est un peu invective son animal et lui dit allez, avance, Verbouk, qu'est-ce que c'est? Dans certaines versions, le Verbouk doit sauter un ruisseau et il hésite. Allons, mais quoi, Verbouk, qu'est-ce que tu attends? Mais saute ce ruisseau, tu en es bien capable, qu'est-ce que c'est que ce truc maintenant? Lui fait le diable. Le paysan, il a tout entendu. Et quand le diable arrive, la fin de l'histoire veut que, effectivement, en gros, c'est le paysan, puisqu'il a entendu le nom du verbouk, il dit au diable, moi j'ai reconnu ton animal, c'est le verbouk, et il gagne, il remporte son champ. Et le diable, une fois de plus, est gros-jean comme devant, et s'en va dépité, puisqu'il a perdu. Dans tous les contes, d'ailleurs, le diable est toujours perdant. Dans tous les contes, le diable se fait toujours avoir, finalement. Bien, alors, les précisions de l'histoire, les détails de l'histoire, il y en a quelques histoires un petit peu comiques là-dedans, je vous les préciserai plus tard. Alors, en quoi c'est un rapport, encore une fois, mais vous avez vu, on a affaire à un homme-bouc, on a affaire à un diable, ils sont visiblement liés, parce qu'on peut penser à la représentation du diable avec ses cornes et ses pieds de bouc, qui ressemblent effectivement aux satyres, aux faunes, aux argipans. On peut les rassembler, visiblement, cette image du diable, à mon sens, doit venir chez nous après les croisades ou au moment des croisades de l'Orient, où dans les traditions, effectivement, on sait bien que les Arabes ont repris pas mal de trucs venant des Grecs, surtout des Grecs, et ont pu sauver pas mal de choses de chez les Grecs, notamment au niveau scientifique. Ils ont pu récupérer des manuscrits grecs qu'ils ont traduits en arabe, qui ont été retraduits en latin par la suite, voire en français de l'époque et dans d'autres langues. Donc, ils ont pu protéger la culture antique qui avait été perdue de notre côté.
Et donc, les croisés arrivant, ben, sont revenus un peu avec ces modes, sont revenus avec ces écrits, avec ces connaissances quelque part. Alors, bien sûr, il y a aussi les royaumes de Grenade et compagnie du sud de l'Espagne qui ont été occupés par les Maures, etc. Et toute l'Afrique du Nord où les croisés se présenteront, notamment avec Saint-Louis. Ils iront par là aussi. Mais peu importe. Donc, ils reviennent avec tout cela. Et cette image du diable, en quelque sorte, ben, ressemble un petit peu effectivement aux faunes et compagnie. Et pour moi, cette image du diable viendra après les croisades, au moment des croisades chez nous. Alors, Marie-Jeanne Kaufmann me raconte aussi que dans le Caucase, les paysans parlent aussi de l'ombouk pour le ralmasti, en disant qu'il bêle comme une chèvre et qu'il vit dans les montagnes, vit dans les forêts, sort la nuit, vient autour des maisons, autour des fermes, voir ce qu'il peut récupérer comme déchets qu'on a jetés, des restes de nourriture et compagnie. Il vient piller les potagers éventuellement, les champs et compagnie. Ça, c'est ce que on sait. Alors, l'ombouk, le satyre, le diable, l'almasty, peu importe le nom qu'on lui donne selon les régions, je crois que c'est assez lié. Voire peut-être même les djinns. Alors, djinn, on va pas rentrer dans le détail, c'est un peu, c'est aussi deux. Donc deux, c'est le duo, c'est l'autre. Donc l'homme sauvage, c'est pas l'homme civilisé, c'est pas le chrétien, c'est l'autre. C'est un homme qui est, alors qui? L'autre, c'est quoi? Ben Dieu a créé, du moins dans les traditions, Dieu a créé l'homme et le diable qui essaye toujours d'imiter ce que fait Dieu a créé l'homme sauvage, a créé l'homme velu, l'homme des bois, l'homme bouc, l'homme chèvre et compagnie, de même que Dieu a créé le chien et le diable a créé le loup, tous des animaux en plus qui vivent la nuit. Alors on sait très bien que la nuit, c'est le domaine des démons, c'est le domaine du diable, c'est le domaine des fantômes, c'est le domaine des loups-garous, c'est le domaine de tous ces animaux, de toute cette forêt qui est une forêt mystérieuse, satanique, maudite et compagnie, contrairement à la forêt de jour qui est une forêt d'animaux qui vivent le jour, de chasse, de cueillette, etc., etc. Ça, c'est un petit peu en gros la mythologie autour de la forêt de nuit et la forêt de jour, du diable, du ver bouc et de l'homme, du diable et de Dieu et compagnie. Bien, tout ça fait partie de la même tradition. Alors, voyons un petit peu ce qu'on en est par la suite, si on a encore quelque chose. Donc, on a parlé du ver bouc. Voilà, donc le ver bouc et le bûcheron, on le voit ici transporter son son souper qu'il n'aura pas. Enfin, son souper, on dit en Belgique, on dit souper, bien sûr, en France c'est dîner. Le ver bouc de Franchimont, on voit ici un dessin récent, et les ruines du château de Franchimont, du côté de Liège. Et finalement, le ver bouc et le fermier, j'ai trouvé cette image récente puisque je n'ai pas trouvé d'image représentant ce conte-là précisément. Voilà, donc on a un petit peu fait, il est quelle heure aujourd'hui? Il est 21h, on a fait le tour un petit peu de la question du ver bouc. La conclusion, ben, je vous l'ai donnée. Et le ver bouc, les traditions des hommes de feuilles, les traditions de l'homme sauvage et compagnie, eh bien, pour moi, ça a un rapport avec effectivement les hommes sauvages, peut-être avec des traditions qui sont bien plus anciennes que le christianisme et peut-être même plus anciennes que la domination romaine ici et l'époque gallo-romaine. Donc peut-être de chez les Celtes, peut-être que ça remonte déjà bien plus loin effectivement, mais là on n'en a aucune trace. Et donc toutes des contes de carnaval qui sont en fait un petit peu des évolutions, j'allais dire dégénérescence, mais non, des évolutions de faits beaucoup plus anciennes, avec des personnages qui ont eu probablement des images plus anciennes que celles qu'on a aujourd'hui. Bien, alors, restez avec moi. Alors, vous avez des questions peut-être que je vais pouvoir y répondre si vous en avez. Moi, en attendant, je vais sortir d'ici. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions avant de passer à la deuxième partie? Là, je vous explique un petit peu ce que je vous ai dit en début de présentation. Alors, voyons un petit peu ce que vous me dites.
Voilà, le truc vert. C'est quoi le truc vert? C'est le dragon, oui, oui, c'est le dragon. Tu parles du doudou, oui, oui, tout à fait. C'est le dragon que l'on voit. Alors le dragon, il est tout vert, il a des dents blanches, bien sûr, des crocs blancs. Il a des pointes rouges sur le dos, un peu comme un certain dinosaure qu'on représente aujourd'hui. Il a une queue qui est un bâton avec des crins autour. Alors je ne disais pas encore, mais je vais le dire cette fois-ci. Le costume des hommes de feuilles dans le doudou, il y a un nombre exact de feuilles et ces feuilles sont arrachées aussi par les spectateurs et portent également bonheur. Voilà. Est-ce que c'est le fait d'arracher ces feuilles, c'est aussi la même symbolisation que le fait de déshabiller, de laver, de dénoircir et compagnie, de démasquer, au sens propre du terme, de démasquer les hommes sauvages venant et les démons descendant des montagnes dans les traditions alpestres notamment. Alors, Jean Roche fait sur Jean de l'Ours, oui, Jean Roche l'a écrit effectivement. Alors, les gorilles, les femmes capturées par des gorilles en Afrique, effectivement, on a cette même légende quelque part de femmes qui sont capturées par des gorilles. On retrouve effectivement ces mêmes histoires en Amérique du Nord par rapport au Bigfoot. Certaines Amérindiennes disent ou disent qu'elles ont été capturées par des Bigfoot, qu'elles ont été tenues en prisonnières par ceux-ci et qu'elles ont même eu des enfants avec eux. Alors, on a recueilli de femmes qui ont dit ça. On a des traditions amérindiennes qui le disent aussi mais pour le moment, on n'a pas les preuves vraiment de ces histoires. Et on n'a pas eu les enfants en question hybrides ou métis. Alors Charles Martel, grand-père, pas le père, oui, tout à fait. Charles Martel, c'est le grand-père de Charlemagne. Oui, c'est juste. C'est Charles Martel et le grand-père. Oui, oui, tout à fait. C'est Pépin le Bref qui est le père de Charlemagne. Hein, c'est tout à fait. Ou Pépin de Herstal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu as raison. C'est tout à fait. Mea culpa. Autant pour moi. Tu aurais pu ajouter l'Enkidu. J'y ai pensé effectivement à l'Enkidu, mais ça, je le noterai effectivement. Il y a un rapport avec Orson et Valentin et l'Enkidu. Est-ce que pourquoi il y a un rapport? Je n'en sais rien. Mais effectivement, il y a un rapport entre les deux. De fait, je vais dire, mais il y a peu de chances que ceux qui ont créé l'histoire, qui ont composé, qui ont inventé, que sais-je, ou qui ont recueilli l'histoire de Valentin et Orson, aient eu connaissance du texte de l'épopée de Gilgamesh, qui est un texte qui date de l'époque de Ur, donc de l'époque lointaine, de la Chaldée, de la Mésopotamie, dans cette région-là, où on écrivait en signe cunéiforme. Alors au Moyen-Âge, il n'était pas question de lire les textes cunéiformes. On l'a pu le faire au 19e ou au 20e siècle, je crois que c'est au 19e qu'on est arrivé. Alors on est arrivé, j'ai vu qu'on venait également, mais je rentrerai pas là-dedans, qu'on vient de découvrir, de découvrir la signification d'une troisième écriture qu'on ne connaissait pas, les hiéroglyphes, les cunéiformes on connaissait, et je crois que c'est l'écriture lamite, si mes souvenirs sont bons, j'ai vu un reportage là-dessus, qu'on ne parvenait pas à comprendre non plus, et on se rend compte maintenant qu'apparemment on a réussi à le comprendre. Alors c'est un linguiste français qui est venu travailler sur le sujet à l'université de Liège. Récemment, hein, c'est l'année passée qu'on a découvert ça, ou cette année-ci. On a pu relire ces textes, grâce encore à des découvertes un peu similaires à la pierre de Rosette. Bien. Donc Enkidu, oui, tout à fait. Tout à fait, mais Enkidu, comme je dis, n'est pas directement lié à la tradition, mais effectivement. Bon, voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le Burymen de Queen's Ferry en Écosse. Oui, alors, je viens encore justement ce matin, il y a, même pas ce matin, c'est juste avant de faire cette conférence, il y a Matt Salisbury qui fait une conférence prochainement sur l'homme sauvage dans que je vérifie, je crois que c'est dans le Sussex ou dans le Norfolk.
je sais plus exactement, j'ai lu ça en diagonale, qu'il y aurait dans une église en question, attendez, je vais essayer de revoir, de voir un petit peu ce qu'il dit. Il m'a envoyé un messenger là-dessus. Attendez, oui, c'est le white man au Suffolk, c'est bien ce que je dis, excepté, except for for clusters in Norfolk, these are much rarer in the rest of England. Donc il dit qu'il est effectivement rare, à part cette exception, il est rare dans le reste euh, de l'Angleterre. Et lui, il dit to be a cultural import from Flanders and the Netherlands. Donc, il est probablement un import culturel de Flandre et des Pays-Bas. Et ça m'intéresse. Ce qui vient, et il vient de me l'envoyer. Ça m'intéresse. Il faudrait que je creuse ça prochainement avec lui. Bien, alors, parce que donc on va passer à la suite. Alors, les slides. OK. Et on y est. Voilà. Donc, nous allons créer les 22e rencontres européennes de cryptozoologie sur le thème des créatures fabuleuses, les mythes, les sciences et l'imaginaire autour de cela. Ce sera un voyage, bien sûr, entre légende et science, comme on a l'habitude de le faire dans nos manifestations, dans nos rencontres en question. Alors, demandez le programme. Je crois que c'est ça qui vous intéresse. Alors, ceux qui m'ont suivi il y a 15 jours ont vu que j'annonçais que c'était le samedi 25 octobre et le dimanche 26 octobre. Alors, il se fait pour des événements que je vais vous dire maintenant que j'ai dû tout reporter en vitesse mercredi passé. Ça a été une panique totale pour que le faire, parce que j'avais tout à changer, et le site internet qui vous permet de venir vous inscrire, et les dates, et tous les courriels, tous les messages que je devais envoyer, enfin tout ce qui concernait la communication, j'ai dû tout changer. Et je vous expliquerai tout de suite pourquoi. Donc j'ai dû tout ramener sur le 25 et sur une seule journée. Alors il fallait changer aussi les tarifs, il fallait changer enfin plein de choses, on verra ça tout de suite. Alors, ça a toujours lieu au Castel de Pontalès à Dinan en Belgique. Alors, vous voyez les vues du Castel. Ceux qui le connaissent le reconnaîtront. C'est un très bel endroit. On est très bien accueillis. Ça fait des années qu'on travaille avec eux. On a commencé en 2010-2011. Donc, ça fait fort. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille avec eux. Moi, je vous avoue, j'arrive là-bas. J'ai encore été hier déposer des dépliants. J'ai vu le concierge que je connais bien, la réception. Il y avait quelques années qu'on ne s'était plus vu, on s'est reconnu, bien sûr. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai été dire bonjour à la responsable de la clientèle que je connais bien aussi, car entre nous, on se voit aussi à l'extérieur, dans d'autres manifestations, on se retrouve là-dedans aussi. Voilà, j'ai vu plusieurs personnes et on est bien accueillis, on est bien reçus. Moi, j'y vais entre guillemets un peu comme si j'étais chez moi, hein, un peu de choses près. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, elle m'avait dit ah tiens, ben je vais fermer, c'est la fin de la journée, je ferme. M'a dit la responsable, est-ce que tu viens me boire un verre avec moi au bar? J'ai dit non, je suis pressé, je dois partir, je dois encore aller déposer des folders au centre culturel et à la maison du patrimoine médiéval Mozan, tout ça pour annoncer nos histoires et nos rencontres, puisqu'on parle, comme vous avez vu, on parlait du Moyen-Âge aussi. Alors, le programme maintenant. Alors, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, il y a beaucoup de changements, grosso modo, et je vais vous dire pourquoi pendant ce temps-là. Alors, l'accueil au Castel aura lieu à 9 heures du matin. Anciennement, on débutait à 14 heures, mais j'ai dit, puisque j'ai dû tout ramener, j'ai dû refaire tout le programme. Je vous accueille à 9 heures au Castel.
et on part en voiture pour l'exposition Avoir sa peau. Alors, Avoir sa peau est une exposition qui a lieu donc à la Maison du patrimoine en question, du patrimoine médiéval mosant, et qui relate les relations au Moyen Âge entre l'homme et l'animal. Alors, les relations étaient la chasse, bien sûr, mais il y avait bien d'autres relations entre l'homme et l'animal. On pense au roman de renard, notamment, hein, où le renard, on va dire le renard, le loup, l'ours, le lion, le allez, le blaireau, voilà, le lièvre et compagnie, tous ces animaux reviennent dans le roman de renard, donc il n'y a pas que la chasse, il y a le renard. On le trouve également dans les représentations, beaucoup dans les bestiaires, on voit les animaux aussi, tous des animaux connus à l'époque, qui sont très bien reproduits, donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour des animaux, et l'exposition a lieu là-dessus. Alors moi, je l'ai ajouté un petit peu, la visite de l'exposition en tant que facultatif. Pourquoi? Parce que comme je l'ai mis le matin, il y a des gens qui ne pourront pas venir, donc ils viendront l'après-midi, etc. Et je dois prévenir l'exposition si on le fait ou pas. Alors, si j'ai 10 personnes, on le fait. Si j'ai moins de 10 personnes pour s'inscrire, on ne le fait pas. Je suis obligé de mettre le tarif de 9 personnes qui sera à me payer sur place, mais j'ai besoin d'une réservation. Tout cela, je vous enverrai une demande euh, pour vous demander avec un formulaire si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Bon, ça c'est une chose qu'on fera en facultatif le dimanche à 9 heures. Ensuite, on retournera au Castel et à 12 heures, nous aurons le buffet en question, 12h30, pardon, nous aurons 12h, 12h30, nous aurons le buffet en question. À 14 heures précis, nous commencerons la conférence avec Michel Rénal, le vrai secret de la licorne. Il vous parlera de l'origine de la licorne, des différentes représentations qui ont eu lieu sur l'animal, l'évolution de ces représentations, etc., etc. Ensuite, Charles Paxton, et ça c'est celui qui m'a posé un petit peu un problème mercredi matin, parce qu'il m'annonce mercredi matin que pour des raisons médicales dans lesquelles c'est pas grave, il n'y arrive rien de grave, il ne pourra pas, il préfère ne pas venir. Il a un rendez-vous médical en fait le lundi, il préfère ne pas risquer une grève d'avion le dimanche par exemple, ou un retard d'avion et qu'il ne pourrait pas rentrer chez lui. Donc il me dit, écoute, voilà, j'ai 2 conférences qui sont prévues, mais on peut les reporter ou en reporter une des deux sur en virtuel, on peut le faire. Il l'a déjà fait, donc on a l'habitude, on peut le faire. Donc voilà, c'était le dimanche qu'il passait, il en avait une le dimanche et une le samedi, mais voilà, on va faire ça comme ça. Alors le titre qu'il propose c'est du scepticisme à la croyance ou bien les monstres marins dans les mers du Nord. Voilà. Donc c'est une des deux. Alors je sais pourquoi j'ai mis du scepticisme à la croyance. Il va parler donc des serpents de mer échoués en Écosse, de l'évolution de la mentalité écossaise autour de ces serpents, de l'incrédulité, du scepticisme, finalement, ben oui, on l'accepte. Tout ça, il va développer. Peut-être. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis peut-être. Ensuite, nous aurons à 15h45 une pause café. À 16h, ben, ce sera moi qui parlerai. Ensuite, nous mettrons à 16h50, et je le mets entre guillemets, je vais vous dire pourquoi, sirènes, tritons et autres prodiges aquatiques, une cryptozoologie des mers oubliées, par Nicolas Bobarou. Alors Nicolas Bobarou, ben, pour ceux qui se sont inscrits mercredi passé, ben, on l'a attendu. Il s'est jamais pointé, donc au webinaire. Il m'avait dit la veille qu'il était peut-être pas sûr d'avoir une bonne connexion parce que, me dit-il, il était sur un porte-conteneur en plein milieu de l'océan Indien. Que faisait-il en plein milieu de l'océan Indien? Je n'en sais rien. Donc, j'espère qu'il n'a pas été capturé par les pirates somaliens ou par c'est quoi, les outils, c'est ça? Bon, de cette région-là, qu'il est toujours en bonne santé, mais il se fait que je n'ai plus de nouvelles de lui depuis. Je ne sais pas pourquoi. Je dois essayer de tirer ça au clair.
Il se fait que s'il ne se présente pas à ce moment-là, ben, on décalera beaucoup de choses et nous remplacerons la conférence de Charles Paxton par le même sujet, puisque Charles m'avait proposé le même sujet. À peu près, nous la remplacerons par la conférence de Charles Paxton et nous, donc, ce ne sera plus le scepticisme que Charles propose, ce sera sur les serpents de mer et les monstres des traditions et des écrits. Voilà. Ensuite, à 17h40 ou à un autre moment, ce sera Léon Brinic qui présentera le Bigfoot au Sasquatch dans l'art autochtone d'Amérique du Nord. Il a enquêté là-dessus ainsi que sa femme. Ils sont partis là-bas, m'a-t-il dit, je ne le savais pas récemment. Et ils ont enquêté auprès des Amérindiens, des populations d'origine amérindienne. Ils ont des sculptures, effectivement, qui représentent le Bigfoot. Ils ont des traditions autour de cela. Ils ont des traditions picturales, sculpturales, compagnie autour d'un livre. Il va nous présenter tout cela. Ensuite, vers 18h30, si le programme est respecté, si on n'a pas remplacé Bobarou par l'exposé de Charles, et je crois qu'on se dirige vers cela pour le moment, sauf si Nicolas me donne signe de vie. Eh bien, on fera un escape game. Alors, ceux qui étaient là le connaissent, c'était l'année passée, qui étaient l'année passée le connaissent quand même. Mais ici, on va changer et les questions et on va changer les personnages. Eh oui, on va mettre des personnages qui correspondent au thème en question. Alors, il y aura une licorne notamment, ben voilà. Et on changera les questions. Là, c'est mon ami Olivier, que ceux qui étaient là l'année passée connaissent, qui s'en charge. Et on aura une nouveauté. C'est une animation en réalité virtuelle, le secret de la rivière. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la réalité virtuelle, c'est une création tout à fait virtuelle d'un environnement soit mythique, soit réel, dans lequel le spectateur est plongé par l'intermédiaire d'un casque qu'il porte, hein, qu'on lui fait porter, et il se trouve dans cet environnement. C'est un environnement, pardon, réaliste entre guillemets. Alors bon, c'est comme j'ai dit, c'est utilisé pour des représentations de lieux réels. On peut aller dans une montagne, on peut aller peut-être on peut aller dans la mer avec cela, enfin se croire être dans la mer. Alors moi j'ai expérimenté 2 fois cette technique. Une fois dans une exposition sur les dinosaures. Là, on avait un casque et on se baladait dans le monde des dinosaures. On les voyait passer à gauche, à droite. On pouvait se retourner, il y en avait derrière. On a plongé dans les mers, on a vu des mosasaures, on a vu des plésiosaures et compagnie, et des poissons de l'époque aussi. Voilà, c'était très chouette. Et puis, j'ai une deuxième expérience qui était à Paris, au musée d'histoire naturelle à Paris. Et là, ça a été génial. On avait un casque. On a été depuis la création de l'univers jusque 2050. On a vu l'évolution des poissons, des animaux dans les mers. On a vu les dinosaures. On a vu les mammouths. On a vu, bon, etc., etc., etc. On a croisé également des lions, enfin toutes sortes d'animaux, des éléphants, je me souviens. Alors c'était très marrant parce que c'est tellement réaliste que moi, je me suis vu enjamber une fougère qui était sur le sol, une fougère géante dont le tronc était sur le sol. Je me suis imaginé l'enjamber. Réellement, hein, j'ai fait le mouvement de l'enjamber. Je me suis écarté au passage d'un dinosaure et je crois d'un mammouth. Je me suis écarté, il venait vers moi, je me suis écarté pour les laisser passer. Après, en me disant, après, mais t'es idiot. Tout ça, c'est de l'image virtuelle, mais c'était tellement réel que j'ai vraiment agi comme si c'était réellement devant moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu es dans un monde virtuel et tu agis comme si tu étais dans un monde réel. Alors, c'était très, très, très chouette. Alors, pour le moment, et je vais essayer de le voir la semaine prochaine, il y a également un zoo virtuel qui est présenté pour l'instant à Bruxelles. Je vais courir le voir également. Alors, nous, on va faire peut-être ça va pas durer 1 heure, ça va durer quelques minutes. Je vais vous présenter cette animation en réalité virtuelle avec vos casques, etc. Et c'est mon ami Vincent Nafréchou, qui est de Rennes, qui va venir.
monter tout cela. Il est en train de le préparer. Alors, je sais que j'ai des contacts tout le temps avec lui. Il me dit, ah, j'ai tel problème à résoudre. J'ai résolu le problème. Ah, oui, j'ai fait ça. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, ça fonctionne. Donc, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça parce que je suis obligé de, voilà, etc. Donc, il me dit, ah, ouais, c'est une chouette expérience. Je vis moi-même une chouette expérience. Voilà. Donc, on a créé ceci. Alors, je vous avoue que ça m'a coûté, quand je dis un petit peu, beaucoup d'argent pour le faire, mais voilà. Bon, j'espère que vous l'apprécierez aussi. Alors, ça, c'est une première partie. On verra les tarifs pour celle-ci. La deuxième partie, alors, le soir, il y aura un apéritif à 18h30 et à 19h, un banquet, 3 services, plus soft à table avec des conférenciers. Alors, à midi, je crois qu'au buffet, les softs sont également compris. Ça, je dois vérifier. Ça n'a pas de grande importance. Mais en ce qui concerne le banquet, effectivement, les softs sont compris à table, de l'eau, plus du coca, du jus de fruits éventuellement, etc. Donc ça, c'est ce qu'on fera à 19h, peut-être à 20h. Donc ça dépend du programme que je mettrai en place, qui sera mis en place. Ça, j'espère le savoir pour la semaine prochaine. Oui, parce que la semaine prochaine, c'est Léon Brinic qui viendra donc vous présenter le Bigfoot dans l'art des Premières Nations, comme on dit, des autochtones, des Amérindiens au Canada. Alors, bon, tout ça, vous me dites, c'est très bien, c'est vachement intéressant, j'ai vraiment envie de venir, quel que soit le programme qui changera encore, mais tout ça est promis, tout ça est super bien, donc je veux venir, mais combien ça va me coûter tout cela? Alors, on va peut-être le voir. Alors, voilà, ça c'est l'escape game. Non, j'oubliais une chose. Ça c'est l'escape game tel que il est présenté. C'est un escape game de plateau. On n'a pas la place pour faire un escape game dans une pièce où les gens seront enfermés et devront s'échapper. Non, ça c'est pas le cas. Ouf, que les claustrophobes se rassurent. Alors, je voulais vous présenter aussi, ça c'est l'image de l'animation en réalité virtuelle. Est-ce que je vais pouvoir vous la présenter? De toute façon, il y aura moyen de la voir. Attendez. Je l'ai quelque part. On va essayer de faire encore une capture d'écran. Il faudrait que je la recherche. 2 petites secondes. Je vais essayer de la chercher. Le teaser, hein, ce ne sera pas toute l'animation, c'est pour vous montrer un petit peu en 2D ce que c'est, ce que ce sera. Voilà, le teaser. Je l'ai. Je vais l'ouvrir. Et après, on va faire une capture d'écran. Voilà. Alors, maintenant, on va faire la capture d'écran en question. Parce que je n'ai pas pu l'intégrer, le système l'a refusé. Bizarrement, mais l'a refusé. Alors, fenêtre, secret de la rivière, je vais la partager, voilà. Et on va la lancer. Voilà le travail pour le moment. Attendez. Voilà le travail pour le moment. Je reviens vers vous directement. Je reviens vers vous. N'ayez crainte. Alors, bien. Alors, c'est pas très grave. Je suis toujours avec vous. On va repasser au slide. Bon, ben, elle veut pas revenir. Non. Attendez. Après que je revienne.
Pourquoi est-ce que mon système met du temps à revenir? Bon, je sais pas. Bien. Vous êtes toujours là, j'espère. Dites-moi. Alors, il y a peut-être des questions déjà. Je ne sais pas pourquoi il tourne et ne veut pas revenir. Vous m'entendez toujours, j'espère? Dites-le moi. Ah, mon image ne bouge pas. Bon, alors, on va revoir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, voyons ce qui se passe. Bon. Là, il y a un problème technique que je ne maîtrise visiblement pas. Pourquoi mon système pédale? Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Bien. Pom. Bon, alors, on a réussi, on est de retour, c'est bien, super. Alors, comment pouvez-vous y participer? On verra tout à l'heure si je peux le remettre enfin, parce que sinon ça va durer des heures, je ne sais pas ce qui se passe, mais on verra. Alors, il y a deux formules. C'est la première formule qui est la formule Almasti. Vous avez accès aux conférences, à la pause café, au buffet de midi, à l'animation en réalité virtuelle et j'ai oublié d'ajouter l'escape game. Ok. Alors, la formule Loch Ness, c'est la même chose, plus l'apéritif, comme je vous ai dit, qui précède le banquet 3 services plus soft du soir. Ça, on en a parlé. Je rajouterai l'escape game dans une prochaine version la semaine prochaine. Alors, quelle est ma participation? Alors, la formule Almasti, vous avez vu, est à 149 € pour les 50 premiers inscrits au lieu de 199. La clôture est le 18 octobre parce que je dois rendre à l'hôtel le nombre de participants. Donc voilà. J'ai gardé le même tarif journalier que ce qui était prévu pour le samedi et pour le dimanche. Donc, j'ai gardé tout. La formule Loch Ness, c'est 229 puisqu'il y a le repas et l'apéritif à ajouter. Alors l'apéritif, c'est pas un apéritif, juste un petit verre. Non, il y aura du chaud, il y aura des akouskis, il y aura des entremets. Comment est-ce qu'on appelle ça? Pas des entremets. En espagnol, on dit tapas. Il y aura des tapas chaudes ou chaud ici. Il y aura bien sûr du mousseux ou bien il y aura du soft. Enfin bon, ça, il y aura un choix de boissons, plus, je vous dis, des akouskis froids et plus des akouskis ou bien des petites choses, des tapas chaudes. Donc voilà. Donc encore une fois, pour les 50 premiers inscrits, c'est le tarif, sinon on montera malheureusement pour les autres plus haut. Donc ça vous dit que vous ne devez pas tarder à vous inscrire et je vais vous dire, donc voilà. Et comment le faire? Ben voilà, prenez note. Je vous avais dit prendre de quoi écrire. Vous retrouverez ça dans d'autres choses, hein, sur Facebook, je l'indique. Dans les emails que j'envoie, je l'indique aussi. Mais prenez déjà note de ceci. Donc https://abpa.système.io. Système sans l'accent hein, sur le premier, hein, bien sûr, /cryptozoologia. Voilà, comme ça tout le monde connaît un petit peu et a ses repères. Donc vous le faites rapidement. On a besoin de monde, on a besoin de gens pour le faire, on a besoin de beaucoup de gens parce qu'on a quand même, on a beaucoup travaillé, comme vous avez vu, autour de cela pour créer ceci. Alors, vous venez de Belgique, vous venez de France, peut-être même de Suisse, ce serait très bien. On a
parfois même des gens qui viennent du fin fond de la France, et on en a même eu venant de Grande-Bretagne, voire d'Écosse. Donc, ouais, s'il n'y a pas de limite, si vous voulez venir du Canada, je sais qu'il y a des Canadiens qui étaient inscrits. Alors, si vous voulez venir du Canada, faire un petit tour, en profiter aussi pour visiter le pays, pour visiter l'Europe, peut-être la Belgique surtout, peut-être le nord de la France et peut-être d'autres pays. Ça, c'est vous à voir, pourquoi pas. Moi, quand une fois, j'ai été effectivement en Californie du Nord en 2003. C'était pour un week-end autour du Bigfoot. Alors, c'était une grande manifestation dont je rêve de créer, que je rêve de créer un jour. Il y avait au moins 300 personnes. Il y avait des super écrans, il y avait des conférences. On a eu la visite de Bluff Creek pour ceux qui connaissent, là où a été filmé le Bigfoot en 1967 par Patterson et Gimlin, Roger Patterson et Bob Gimlin. On a été sur place, on a fait, bon, c'était vraiment très chouette. On est parti, Benoît qui est ce soir ici, on est parti à deux en 2003, on avait plein d'aventures sur lesquelles je passerai. Et on a décidé de ne pas rester les 2 jours ou les 3 jours de l'événement, du symposium comme ils appelaient, mais de rester plus longtemps, et on est resté 2 semaines finalement. On a eu plein d'aventures pendant ces 2 semaines, mais c'était très chouette finalement. Voilà. Donc, vous pouvez en profiter pour faire un tour de l'Europe pour ceux qui viennent du Canada. Il est peut-être encore temps. Je crois qu'il y a des promotions pour le moment sur les billets d'avion. Voilà, mais je ne fais pas de publicité parce que je n'ai aucun intérêt à faire de publicité pour ces compagnies. Donc voilà, alors il y a des bonus. On filmera tout l'événement, du moins toutes les conférences, et la vidéo du colloque vous sera envoyée sitôt montée. Alors, pour le monter, ça pose parfois un peu de problème, parce qu'on n'a pas toujours donc il y a du travail de montage à faire autour. Je sais que je suis fort en retard sur les vidéos précédentes, parce que il y a parfois on se dit, tiens, ouais, cette vidéo, il faut que je la retrouve. Tiens, en fait, nous, on filme avec 3 caméras, 2 à 3 caméras. Il faut les mixer, il faut travailler le son éventuellement, il faut faire des montages. En fait, c'est tout un travail. Peut-être que je le demanderai à Vincent dont c'est le métier de base. Il a fait ses études pour le monteur cinéma. Peut-être que je lui demanderai, je lui confierai tout cela, parce que c'est quand même un gros travail. Moi, je peux le faire pour certaines choses, mais je suis pas un spécialiste pour faire les mixages d'images, de son et compagnie. Alors, nous avons une deuxième garantie, c'est que c'est 100% satisfait. Si dans les 15 jours à l'issue de votre participation à l'événement, vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas été satisfait, oh non, c'était nul, hein, on sait jamais. Malgré tous nos efforts pour rendre cet événement unique, vous avez la possibilité de revenir l'année prochaine gratuitement. Donc vous me dites, je reviens gratuitement. Il suffit de nous préciser ce qui vous a déplu. Comme ça, nous aussi, lors de la prochaine participation, notre prochaine édition, nous aurons pris compte de vos remarques et pour modifier, essayer de vous satisfaire totalement. Voilà, donc encore un petit détail, si vous inscrivez maintenant, ça devient vraiment urgent et ça devient tard. Eh bien, après le 18 octobre, comme j'aurai rentré à l'hôtel le nombre de gens qui dînent le soir, qui participent au buffet, qui participent aux pauses café, tout ça, je dois rentrer le nombre exact de gens. Eh bien, malheureusement, ce ne sera plus possible de vous rembourser puisque tout ça sera rentré à l'hôtel. J'aurais peut-être même déjà payé une partie des réservations, etc. Donc, voilà. Donc, c'est une condition malheureusement. Donc, réfléchissez bien, mais je crois que il n'y a pas un grand risque avec tout ce qu'on vous a préparé et on fera pour que tout se déroule le mieux possible, tout en disant qu'on a toujours le risque d'avoir un diable qui se cache dans les détails, comme on dit. Voilà. Donc, c'était la dernière image que je voulais vous montrer.